Bonsoir. La visite de Madeleine Albright au Proche-Orient aura peut-être servi à quelque chose. Israël a fait plusieurs gestes forts pour relancer le processus de paix. D'abord, le bouclage des territoires palestiniens sera allégé dans la nuit. Ensuite, Benyamin Netanyahou s'est opposé à la construction d'un nouveau quartier juif dans la partie arabe de Jérusalem. Enfin, Israël va finalement verser aux Palestiniens une partie de l'argent qu'il leur doit. Laurent Bazin nous appelle de Jérusalem. C'est ce qu'en diplomatie on appelle donner des signes forts. 3 jours après les critiques de Madeleine Albright envers l'intransigeance israélienne, Benyamin Netanyahou fait donc savoir à Washington qu'il a entendu le message. Officiellement en signe de bonne volonté, il a donc décidé, coup sur coup, de lever le bouclage interne de la Cisjordanie et aussi de reverser à l'autorité palestinienne 50% des taxes qu'Israël lui doit de toute manière et qui avaient été gelées en mesure de rétorsion après l'attentat du marché Yehuda fin juillet. Cette somme estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars par la Banque mondiale devrait permettre à l'autorité palestinienne de fonctionner à nouveau normalement, puisqu'elle était virtuellement en cessation de paiement. Côté israélien, on explique ces gestes par les promesses de Yasser Arafat à Madeleine Albright, et en particulier son engagement à démanteler les structures terroristes de Cisjordanie et de Gaza, mais certaines arrestations de ces derniers jours pourraient également avoir joué un rôle non négligeable. Reste la troisième annonce, l'annonce du veto sur la future colonie de Ras Al-Amoud à Jérusalem-Est. C'est sans doute la partie la plus symbolique de ces signes adressés aux Américains, puisque le gouvernement s'était de toute manière déjà engagé fin juillet à en interdire la construction. En Bosnie, Croates, musulmans et Serbes ont fini de voter, comme vous allez le voir ici à Sarajevo. Selon la communauté internationale qui supervise ces élections municipales, tout s'est bien passé. Les réfugiés ont pu revenir chez eux pour voter, mais il semble que les résultats, qui ne seront validés que dans 3 mois, soient connus d'avance. Les partis nationalistes devraient conserver les villes conquises pendant la guerre. Aux États-Unis, un bombardier furtif américain, le fameux F-117, s'est écrasé lors d'un meeting aérien près de Baltimore. Le pilote a réussi à s'éjecter, mais l'avion est tombé tout près d'habitations et 2 maisons ont pris feu. Il y a au moins 4 blessés. On ne connaît pas encore les causes de cet accident, mais selon des témoins, une des ailes se serait détachée de l'avion. Disparition mystérieuse de 2 avions militaires au large de l'Afrique. Un Tupolev allemand avec 24 passagers se serait abîmé au large de l'Angola ou du Gabon. Toujours dans la même région, un avion cargo de l'armée américaine a disparu avec ses 9 membres d'équipage. Peut-être une collision entre ces 2 appareils. L'avion de l'armée française qui participe aux recherches a reçu un signal de détresse dans la zone de disparition. Terrible catastrophe ferroviaire en Inde. Un train a déraillé sur un pont avant de tomber dans le fleuve, dans le centre du pays. Il y a au moins 60 morts et près de 200 blessés. En France, encore 4 morts et 5 blessés dans un accident de montagne. Les alpinistes ont été emportés par une couche de neige fraîche dans le massif des Écrins. Sur place, Régis Cotias. La barre des Écrins culmine à 4100 mètres d'altitude, ici vue par son côté sud, mais c'est sur la face nord que s'est écoulée l'avalanche. Lourd bilan, 4 morts, 5 blessés évacués vers l'hôpital de Briançon. Ce soir, une personne est toujours sérieusement touchée. Les 4 autres blessés sont plus légèrement atteints. Les autres alpinistes engagés dans cette course, mais hors d'atteinte de la coulée de neige, n'ont rien pu faire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait une imprudence ou quelqu'un qui... Ce chemin a été fréquenté, c'est arrivé à ce moment-là, ça aurait pu arriver un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Et ce que vous avez pu voir, moi je dirais une première cordée en entraînant d'autres dans sa chute, justement avec la rupture et la plaque qui se détache. Moi personnellement, de l'endroit où j'étais, j'ai vu le gros nuage tout blanc et j'ai vu les gens comme des pantins, bon, avec une corde et qui tombaient dans le nuage. Une fois les secours terminés, les gendarmes du PGHM de Briançon ont interrogé les alpinistes présents sur les lieux pour connaître les circonstances du drame. Il s'agirait de 5 cordées différentes. Donc 2 personnes initialement auraient déclenché une plaque qui aurait emporté, donc avec eux compris, 9 personnes dans 2 crevasses, 150 mètres en aval. Mais il sera difficile d'établir des conditions plus précises de l'accident. Les 2 alpinistes les plus proches du point de déclenchement de l'avalanche ont péri, emportés par la neige. En France, le week-end aura été politique. D'abord, à la fête de l'humanité, Robert Rue a réaffirmé qu'il voulait un référendum sur la monnaie unique, après avoir tenté de justifier l'ouverture du capital d'Air France, ce qui a provoqué la huée du secrétaire national du Parti communiste, Thierry Guerrier.
Je pense que les communistes sont très heureux d'avoir contribué à battre la droite et aujourd'hui d'être en situation de pouvoir mettre en œuvre une politique nouvelle. Monsieur Robert ! Sans cesse interpellé et congratulé au cœur de la fête, le numéro 1 communiste mesure aussi les attentes très fortes suscitées dans son électorat par la victoire de la gauche. À la Courneuve, Robert Hue profitera de son premier grand rendez-vous avec les militants depuis les législatives pour demander au gouvernement d'aller résolument vers les 35 heures. Et pour la première fois, depuis la campagne électorale, il récuse à nouveau la marche vers la monnaie unique. Il faut un grand débat national sur les objectifs et la nature de la construction européenne à laquelle les Français veulent contribuer. Et nous réaffirmons la nécessité que notre peuple soit consulté par référendum. À la veille de la rentrée parlementaire, Robert Hue s'adresse donc à Lionel Jospin pour lui dire que la période de rodage du gouvernement est terminée et qu'il veut désormais plus de concret. Aux communistes eux-mêmes, il réaffirme que leur mutation est irréversible, seule concession faite à ceux qui pensent, minoritaires, que le parti est l'otage du PS. Il refuse la privatisation de 20% du capital de France Télécom. De son côté, la droite a sévèrement critiqué le plan emploi jeune qui doit être examiné au Parlement à partir de ce lundi. Pour Édouard Balladur, la création de 350 000 emplois publics ou semi-publics se traduira par une hausse des impôts et du chômage. C'est également le sentiment d'Alain Madelin. On sait d'expérience certaine que le chômage est proportionnel au poids de l'État et au poids des emplois publics. Donc je dis que l'on se fourvoie et qu'on est en train de tricher avec une espérance. Cela me rappelle les emplois que l'on avait créés et que le gouvernement Mauroy avait créés en 1981. Par exemple, 10 000 mineurs dans les mines. Tout le monde applaudissait, bravo. Est-ce qu'il serait temps de faire le bilan de ces emplois? Que sont-ils devenus? Ça nous a laissé une facture d'une cinquantaine de milliards. Je crois que là, nous faisons un chemin dans une mauvaise direction, car ce surplus, ce sont des emplois sans avenir. Au fond, ça va faire plaisir, comme ça on va dire tous bravo, c'est merveilleux, on va les utiliser, ces emplois. Mais en réalité, quand on fera les comptes, on s'apercevra qu'on n'a pas créé d'emplois nouveaux, on les a simplement déplacés. Nouvelle pollution radioactive au large de la Hague, en Normandie. Les plongeurs de Greenpeace ont trouvé 2 fûts de déchets radioactifs à 250 mètres de la plage des Moulinets. Selon l'association écologiste, ils dégageaient des radiations dangereuses, ce que dément la Cogema qui exploite l'usine de retraitement des déchets de la Hague. Le ministère de l'Environnement demande des explications. Pas de réponse pour l'instant. Désormais, les habitants de Voiron, près de Grenoble, se souviendront des 17 enfants juifs qui ont été arrêtés et déportés par la Gestapo après avoir été dénoncés par des Français quelques semaines avant la libération. Une stèle avec le nom de chaque victime a été inaugurée à l'emplacement de la maison où ils se cachaient. Le seul survivant de cette rafle était présent, Christophe Buisine. 53 années de silence et d'oubli enfin effacées. Cette fois, une plaque commémorative rappelle à tous qu'en mars 1944, au hameau de la Martelière, à Voiron, dans l'Isère, la Gestapo a arrêté 17 enfants juifs et un adulte. 16 de ces enfants seront déportés. Il n'y aura qu'un seul survivant, Erwin Hour, aujourd'hui âgé de 72 ans. S'il affirme ne plus avoir de haine, il ne pardonne pas pour autant et pense surtout à son petit frère Karl, arrêté en même temps que lui et mort à 9 ans en camp de concentration. Ils m'ont arraché, mon petit frère, en arrivant à Auschwitz. Pas seulement lui, les 2 autres petits. On ne savait pas, vous savez, après 3 jours, on ouvre le wagon, on commence les SS crient Raus, et les chiens, vous savez alors. Et puis on arrache tout de suite les enfants, on savait qu'est-ce qui est arrivé ici, où est-ce que nous sommes? Fanny Vinograd a elle perdu son frère et son cousin, également arrêtés lors de cette rafle. Très émue et malgré tout heureuse de participer à cette cérémonie, elle ne comprend toujours pas comment on a pu dénoncer des enfants puis les exterminer. La guerre, c'est la guerre, mais ça, c'était de la barbarie. On n'oubliera jamais. Grâce à cette plaque commémorative, le souvenir des enfants de la Martelière est maintenant gravé dans les cœurs et prouve qu'aujourd'hui, la France regarde résolument son passé en face. Le jour de l'ouverture de la chasse, un homme a été tué à Archigny, près de Poitiers. Apparemment, c'est son ami qui lui a tiré dessus alors qu'il visait un faisan. L'auteur du coup de feu a été placé en garde à vue. Une lionne a été aperçue par plusieurs personnes tout près d'un camping dans la région de Béziers. L'hélicoptère de la sécurité civile qui a survolé la zone a également vu le fauve, mais la battue n'a rien donné et les recherches ont été suspendues vers 18 h.
À Paris, au moins 1500 personnes ont manifesté pour protester contre la fermeture de 5 boîtes de nuit pour trafic de drogue. Des fermetures de 6 mois décidées par la justice après l'arrestation de dealers d'ecstasy à l'intérieur ou en dehors des établissements. Les patrons de ces boîtes de nuit ont fait appel et normalement la justice devrait décider dans la semaine si elle maintient ou non ces établissements fermés. Les sports et la suite de la Coupe d'Europe de rugby. Brive a battu de justesse les Gallois de Pontypridd 32-31. Une victoire à l'arraché, arrachée à la toute dernière minute grâce à cet essai collectif. En golf, c'est l'Américain Marc O'Meara qui a remporté la 28e édition du Trophée Lancôme sur le parcours de Saint-Nom-la-Bretèche en région parisienne. Les Pays-Bas sont champions d'Europe de volley. Ils ont battu la Yougoslavie 3-1 en finale. La France termine 4e. Les tricolores ont été battus par l'Italie 3-7-1 également. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne nuit. Droit au sud de la Nouvelle-Zélande et presque droit au sud, et à 1500 km de la base antarctique française de Terre Adélie, dans la mer de Ross, dont la moitié sud est perpétuellement gelée, l'Erebus, près de 4000 mètres d'altitude, domine d'immenses glaciers qui descendent jusqu'à la banquise. L'Erebus est le seul volcan de l'Antarctique à être en activité permanente, comme le sont entre autres le Nyiragongo, l'Ertale ou l'Etna. Etna auquel, par sa forme, l'Erebus ressemble. Le col à gauche, à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, est l'endroit où nous établirons notre camp d'acclimatation à l'altitude. À cette très haute latitude, même les alpinistes, même les himalayistes chevronnés, s'ils ne sont pas acclimatés comme ils le font pour les Andes ou l'Himalaya, souffrent en effet du mal des montagnes dès les 3000 mètres. Blanche sur le blanc de la banquise, la longue péninsule à l'extrémité de laquelle, au pied du petit cône sombre d'Observation Hill, se trouve Scott Base. L'atterrissage se fait sur la banquise. Dans le lointain, à une centaine de kilomètres, la puissante chaîne des monts transantarctiques. Observation Hill, ainsi baptisé en 1908 par Robert Scott. Au pied de ce petit volcan éteint se trouve à gauche la station américaine de McMurdo, à droite, néo-zélandaise, Scott Base. Le vent, violent, rabat à l'horizontale le panache du volcan et le chasse en direction du pôle. Le plan de notre tentative est discuté dans ses détails avec les responsables de la base, les pilotes d'hélicoptères et les 12 membres de la mission, dont les Français Sabrou, Le Guern, Le Bronec, et Sean Norman,
notre field leader, comme on dit là-bas. Les 35 petites secondes qui suivent représentent 72 heures de blizzard, ces terribles vents polaires qui soufflent à plus de 100 km à l'heure sans discontinuer, avec des rafales à 180 ou plus de 200 km à l'heure, soulèvent une neige fine, diminuent la visibilité, parfois jusqu'à zéro, font tomber la température, en été comme ici, à 40, 50, voire 60 degrés sous zéro. Après 3 jours de tourmente, acclimatés à l'altitude, nous allons gagner l'emplacement de notre camp d'attaque vers les 3700 mètres, lesquels, à ces latitudes, correspondent physiologiquement à 6 ou 7000 mètres aux latitudes plus basses. Ce camp sera à la base de la partie déneigée que vous voyez là-haut. En passant, nous survolons la lèvre aiguë du cratère dans lequel nous espérons descendre. Le fanatique d'igloo que je suis a suggéré qu'on en construise en prévision des blizzards à venir, assez éprouvants lorsqu'ils durent longtemps pour ceux qui ont à les supporter sous tente. Mais les blizzards ne nous en laissèrent pas le temps et les blocs ont simplement servi à lester les tentes. Et la douzaine de tourmentes que nous avons subies durant les 3 semaines qu'a duré l'expédition, nous les avons donc passées sous la tente, à nous ranimer les pieds refroidis par quelques sorties dans le vent, à manger, à faire la vaisselle. Avec un carton et une pelle, c'est la corvée d'eau. La lave de l'Érébus est tout à fait exceptionnelle. C'est une kénite, comme au mont Kenya, volcan éteint depuis des millions d'années en Afrique orientale. L'Érébus est le seul volcan au monde à vomir aujourd'hui de la kénite. La kénite est caractérisée par ces énormes cristaux d'anorthose, noyés généralement dans une pâte de verre et de cristaux microscopiques, mais parfois, comme à l'Érébus, lancés dans les airs et nettoyés de la pâte qui les entourait par la force des jets de gaz. Isolés, ces cristaux sont une rareté minéralogique. Les glaciers supérieurs de l'Érébus sont creusés de cavernes par les fumerolles chaudes qui, sous la glace, s'échappent par des fissures. L'une de ces grottes, où il fait chaud, c'est-à-dire 0 degré, et humide à 100%, nous a servi de labo. Ici, le Guern et sa broue dosent les proportions de radon, autrement dit le gaz du radium, présent dans l'air. Ray Dibble, géophysicien néo-zélandais, travaille à ces enregistrements sismographiques. Il avait installé ces sismos
en une demi-douzaine d'endroits tout autour du cratère. Du camp de base, où les hélicos avaient amené notre matériel, il faudra, à dos d'homme, tout monter jusqu'à la lèvre du cratère. Même pour des hommes acclimatés, c'était dur. Il y en avait beaucoup plus qu'une tonne. « 200 mètres en contrebas, notre camp de base. 3600 mètres plus bas encore et à 50 km, la mer de Ross en débâcle. Et par-delà la petite tente que nous y avons dressée, le cratère. La même tente vue depuis l'autre bord du cratère. Et cette redoutable cuvette dont jusqu'alors personne n'avait réussi à atteindre le fond, ni même la vaste terrasse horizontale dans laquelle s'ouvrait un puits vertical large de 250 mètres. Puis au fond duquel se nichait l'activité du volcan, que son panache permanent dénonçait, ainsi que, 10 à 30 fois par jour, des détonations parfois impressionnantes. La première descente se fit en rappel sans aucune difficulté. Ainsi, la première étape vers le fond, jugée jusqu'alors redoutable, sinon impossible, se révélait des plus aisées. Tout le matériel, treuil, câbles, cordes, instruments, nourriture, tente, fut acheminé peu à peu vers le bas grâce à un câble que nous avions tendu depuis la crête jusqu'au plancher du cratère et que nous stockions là-bas. Ce qui descend là, c'est un traîneau destiné à divers usages, dont éventuellement à transporter quelqu'un si un accident se produisait. Tension provoqua la dégringolade sur les 200 mètres de hauteur de la paroi d'un chargement extrêmement précieux de matériel scientifique. Malgré ce malheur, toutes les manips prévues qu'il nous fut possible de tenter furent faites. Ainsi, ces échantillonnages des gaz de fumerolles qui fusaient au travers de la paroi supérieure. Et un blizzard de plus. Beau temps revenu, un coup d'œil sur le camp 200 mètres plus bas, derrière nous, avant de descendre dans notre cratère. Depuis le bord du puits, nous avons découvert la nature même de l'activité permanente de ce volcan.
un lac de lave. Le troisième lac de lave dont je faisais ainsi connaissance, après ceux du Nyiragongo et de l'Ertale. Ne perdez pas de vue ces trois hommes. Ils vous donneront l'échelle et vous feront sentir l'immensité de ce cratère. Nous passerons près de 2 semaines à faire le siège du puits. Non que le franchissement de la paroi nous pose un problème, mais parce qu'il ne fallait s'y aventurer qu'avec la quasi-certitude qu'une explosion ne surviendrait pas durant les heures que nous aurions à y passer. Et la totale absence de régularité, tant dans la violence de ces explosions que dans leur temps de retour, m'obligea finalement à renoncer à toute tentative. L'Expé 1974 se soldait par un double succès. Nous avions atteint le plancher du cratère et avions découvert le troisième lac de lave permanent existant sur Terre. Et par un échec, nous n'avions pu descendre au fond du puits ni atteindre la rive du lac. Par l'étonnante plaine de sel de Dallol, nous avons retrouvé, dans la dépression tectonique de la Fare, le rift océanique, mais exondé, avec son fossé central flanqué de puissants gradins latéraux, et dans l'axe exact de ce rift, le lac fabuleux de l'Ertale. C'était en janvier 1973. Nous avons passé 10 jours cette fois-là dans cet étonnant cratère à mesurer les débits d'énergie thermique et débits de matière et à échantillonner les gaz éruptifs. Je me laisse toujours fasciner, et il y a plus de 30 ans que ça dure, par ce genre de peau grenue, argentée, chatoyante, qui se voit lorsque certaines conditions se trouvent réunies sur la surface d'un lac de lave. Et je ne me lasserai jamais de revoir ce rappel de la tectonique des plaques, une dalle engloutie par subduction. La connaissance de la nature chimique et physique des gaz éruptifs, moteurs des éruptions, est un élément essentiel pour la compréhension du volcanisme. L'Ertale, à coup sûr, est l'un des endroits les plus favorables qui soient pour ce type d'investigation, notamment par la présence d'évents sur la carapace solidifiée qui recouvre la majeure partie, invisible, du vaste lac qui occupe tout le tiers septentrional du cratère. Ampoule après ampoule, les échantillons sont prélevés avec soin. Cette carapace est chaude et l'air au-dessus vibre.
Un soir, j'avais réussi à grimper sur un ornitho et à filmer la petite gueule qu'il couronnait. La texture de ces étranges éclaboussures d'or m'envoûtait. Je rentrais au camp vraiment en regret. Et le lendemain matin, j'eus la surprise de découvrir que mon ornitho s'était, sous la poussée du magma, fendu du bas jusqu'en haut et s'était complètement ouvert. Belle fontaine de lave, à plus de 1100 degrés de température, bouillonnait au ras du sol sous l'impulsion de grosses bulles de gaz montées des profondeurs. Et deux rivières s'échappaient de part et d'autre de cette bouche et, bientôt parallèles car la pente les y invitait, coulaient vers l'aval. Ce fut la dernière mission volcanologique dans ce cratère exceptionnel. La guerre entre Éthiopie et Érythrée nous a depuis interdit d'y revenir. Pour la énième fois, nous nous retrouvons sur l'Etna. Et une fois de plus en hiver. J'aime l'Etna en toute saison, mais jamais autant que lorsque la neige en tapisse les 1500 mètres supérieurs. On est sûr, là-haut, de se retrouver seul. Cette fois-là, nous étions une douzaine, car en plus des manips sur les gaz éruptifs, une équipe du CEA de Grenoble allait mesurer les variations du champ magnétique provoquées peut-être par des mouvements du magma souterrain. 12 gars à loger en plein hiver à 3000 mètres d'altitude, rien de tel qu'un hameau d'igloo relié par des tunnels. Et pendant des jours et des jours, nous allons travailler dans ce décor peu ordinaire de neige et de lave brûlante.
cette lave, dont l'incandescence a été éteinte en surface par le froid de ces jours d'hiver, est encore à 700 ou 800 degrés de température. Elle progresse de façon imperceptible et fait s'évaporer et fondre la neige. Les Fratelli Pii, les frères pieux, nom qui remonte à l'Antiquité latine. Quelques mois plus tard, sur le flanc ouest de l'Etna, toujours en hiver, s'ouvrit une bouche nouvelle, tellement violente qu'en 24 heures, elle s'était ceinturée d'une paroi circulaire de bombes volcaniques amoncelées, haute de plus de 100 mètres. Nous sommes ici à peu près à 150 mètres du bord le plus proche du cratère et la dimension des plus grosses bombes, ce sont à peu près celles d'un camion de 5 tonnes. De l'éruption que délivra la soufrière de Guadeloupe, je n'ai pas rapporté d'image et nous n'avons retrouvé dans des archives curieusement vides que ces quelques documents. Le marché de Basse-Terre avant l'éruption, le ministre des Dom-Tom Olivier Stirn, mes collaborateurs Rose Bachevrier, Daniel Lalevitch, François Laguerne, ordonné par le préfet Rousseau, l'évacuation de toute la population qui n'a guère laissé d'habitants à Basse-Terre. Et quelques-uns des scientifiques qui se disaient volcanologues, qui avaient prédit le pire, certains en truquant des chiffres et en dissimulant des documents. Un seul, le professeur Bruce, reconnut s'être trompé. L'impression, c'est que rien ne s'est aggravé au sommet, bien au contraire. Nous avons eu plutôt un sentiment d'apaisement en vérifiant ce qui se passait et aucune fissure nouvelle, rien. De nouveau l'Etna, ces centaines de cônes adventifs épars sur ses vastes flancs, chacun de ces cônes témoin d'une éruption latérale passée, éruption historique ou éruption préhistorique. En dessous de 800 mètres d'altitude, ces cônes sont cultivés jusque, souvent, le dedans de leur cratère. Sur le flanc est, la Valle del Bove, sorte de caldeira effondrée, cirque de 5 km sur 8 et de 1000 mètres de profondeur. Et de nouveau aussi, mes amis les Sherpas, les indispensables porteurs bénévoles qui nous permettent de réussir nos manips, nos mesures, nos échantillonnages, nos dosages.
dissimuleront l'intérieur toujours incandescent. Parfois effondrés dans la gorge profonde du volcan. Les gaz éruptifs les rejettent avec violence, poussière. La toute jeune Bocca Sud-Est laisse s'échapper la lave, mais avec la lave liquide sont rejetés des blocs de basalte solides arrachés aux parois de la fissure qui alimente l'éruption. Ces blocs, tout enrobés de roches en fusion, roulent dans le fleuve et me font toujours penser à de fabuleux hippopotames. Antonio Nicoloso a pris ces belles images d'une éruption de la Bocca Sud-Est il y a 4 ans de cela. Puissante fontaine de laves incandescentes et nuée noire de lapilli de lave pulvérisée. Large de 200 pas, épais d'une hauteur d'homme, puissant, le front de la coulée qui s'échappe de la Bocca Sud-Est avance rapidement vers nous. Au centre de Java, le Merapi. Nous sommes en 1979. Dès avant l'aube, danse rapide, paisible, la foule des travailleurs est en route vers les plantations de café. C'est Java, la très merveilleuse île de Java. Ce volcan, à l'activité permanente, mais tellement différent de la plupart des autres volcans à activité permanente, il y a des années que nous l'étudions et que, chaque année, nous montons l'ausculter.
nous avons pris l'habitude de camper à 5 mètres à peine sous le sommet, face à un immense horizon de rizières que dominent 3 volcans vers l'ouest, 4 volcans vers le nord, 3 autres encore vers l'est. Profond de 200 mètres, cette balafre va du cratère dans lequel est niché le dôme en cours de croissance jusqu'aux basses pentes de la montagne 2000 mètres plus bas. Durant les années qui séparent 2 éruptions violentes, c'est ce couloir qui canalise les avalanches incandescentes. Nous gravissons par l'extérieur la paroi méridionale de ce couloir pour aller observer le dôme d'aussi près que possible. Et de sa lèvre, nous laissons tomber des pierres pour estimer la hauteur de la paroi. Dans le fond du U de ce cratère étrange, le dôme actif est alimenté à l'amont par une cheminée aboutissant sous cette accumulation de lave qu'est le dôme et s'effondrant à l'autre extrémité, à l'aval, à mesure que les laves nouvelles repoussent celles de la veille. Ces blocs que la poussée des laves nouvelles fait se détacher de temps à autre du fond à pic du dôme dégringolent sur la pente à plus de 30 degrés d'inclinaison. On la voit cette pente sur des kilomètres et certains rebonds de blocs ont des centaines de mètres d'ampleur. Parfois même, des blocs remontent des pentes sur aussi des centaines de mètres. De l'autre côté du sommet, à l'est du dôme, le cratère du Merapi est le plus beau de tous ceux qu'en plus d'un tiers de siècle j'ai pu voir au monde. Un hérissement d'aiguilles et de pinacles d'andésite, d'où fusent des gaz atteignant en certains endroits plus de 900 degrés. Gaz éruptifs d'un magma acide, c'est une opportunité rarissime pour les volcanologues chimistes. La manip que nous y faisons cette fois-ci, où pour la première fois au monde, on a réussi à analyser sur le terrain des gaz éruptifs de haute température, a été pour nous un très très grand moment. Le tout premier chromatographe en phase gazeuse de terrain, travaillant sur des gaz refroidis à 130 degrés de température, donc d'eau sous forme de vapeur, avait été inventé et réalisé par André Noll, que voici, qui le fait fonctionner avec François Le Guern. Ça a été un immense pas technologique que Noll, Bicocchi et Le Guern ont fait faire à cette branche essentielle de la volcanologie, l'étude des gaz éruptifs. Je vous l'ai dit, ces fumerolles étaient alors très chaudes. La température des gaz varie d'une année à l'autre. Et voici ce qui advient à celui qui s'assied de façon inconsidérée sur des lieux de ce genre. Il arrive même que l'on s'asseye sur des flammes. Celle du soufre qui brûle, par exemple, qui brûle avec une flamme bleutée que l'on ne voit que de nuit, car de jour, l'éclat même du jour la fait disparaître. Les années précédentes, atteindre le dôme actif n'était pas trop ardu. En 1979, ce fut très dur, surtout à cause de la densité exceptionnelle des gaz et de leur extrême acidité. Leur teneur en acide chlorhydrique et en acide fluorhydrique était exceptionnelle. Et je puis vous affirmer que pratiquer ce genre d'exercice avec un masque à gaz sur le visage, ce n'est pas plaisant du tout. D'autant qu'il faisait chaud, malgré l'altitude, car
ne l'oubliez pas, nous sommes là sous l'équateur. Le plus désagréable dans cette histoire, c'est la transpiration qui se charge d'acide, sulfurique, chlorhydrique et fluorhydrique donc, et brûle très désagréablement la peau. Entre autres là où le caoutchouc du masque l'empêche de s'écouler. C'est pourquoi nous ôtions le masque souvent et que certains n'en gardaient, maintenus par les dents, que le filtre. Derrière les fumées d'acide, on distingue les hommes au sommet même du dôme, vu ici du bord septentrional du cratère en U. Et revoici le dôme, mais au crépuscule, vu depuis le bord méridional du cratère. Lorsque la lumière du jour ne concurrence plus l'éclat des laves, leur incandescence apparaît. Et les dimensions du phénomène sont données, comme toujours, par la lenteur majestueuse, mais qui n'est qu'apparente, de ces effondrements de falaises. Les blocs au départ ont jusqu'à 40 mètres de haut, et de ces bonds sur des kilomètres des pentes du volcan. Le panache, à 40 km de là, c'est celui du Krakatau, en 1980. L'île, à sa gauche, c'est un morceau du puissant cône fracassé un siècle plus tôt par la plus catastrophique éruption de ces 100 dernières années, qui avait fait 36 000 victimes. Et ceci, c'est le même panache, mais vu de près. Après sa gigantesque éruption de 1883, le Krakatau était retombé dans un sommeil qui dura 40 années. En 1928, cette activité est reprise et un îlot apparut au milieu de la caldeira sous-marine engendrée par le cataclysme de 1883. Je vais visiter ce petit volcan pour la première fois en 1956. C'était alors un anneau noir sur la mer Bleue et son cratère contenait un étonnant lac couleur de cuivre rouge. Depuis, l'éruption successive, l'îlot a vu son volume centupler et l'on peut aisément le comprendre à voir la quantité de matière vomie toutes les quelques secondes, millions de mètres cubes de poussière volcanique et de bombes pesant jusqu'à 200 ou 300 tonnes. Ce ne sont d'ailleurs que les très grosses bombes que l'on distingue, car nous sommes ici à près de 200 mètres encore du cratère qui les vomit. Aller plus près eût été vraiment trop dangereux, car même ici, nous avons été environnés à diverses reprises d'impacts très impressionnants et il nous a fallu battre en retraite. Une nouvelle fois, je n'hésite pas à le répéter, la lenteur des projectiles n'est qu'apparente. Ils jaillissent à des vitesses allant de 50 à 100 mètres par seconde, ralentissent à mesure que les freinent l'air et la pesanteur, puis retombent à vitesse sans cesse accélérée par cette même pesanteur. Et la lenteur apparente montre l'amplitude des trajectoires. « 1982. Une nouvelle fois, me voici en route vers Java, où le Galunggung, cette fois, est en éruption. Longuement, j'ai discuté avec l'équipage de cet avion d'Air France du nouveau problème posé aux pilotes de ligne par certains panaches éruptifs. 2 longs courriers venaient en effet d'échapper à la catastrophe grâce au sang-froid et à la maîtrise de leurs équipages, les 4 réacteurs de chacun d'eux étant tombés en panne, bouchés par la cendre du panache dans lequel, de nuit, ces avions avaient pénétré sans le savoir. Ils étaient à plus de 100 km sous le vent du volcan. Le Galunggung est au centre